Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui s'intéresse cette semaine aux rêves américains et surtout les enseignements que les Africains américains peuvent tirer de ce concept. Et pour en parler, nous avons deux invités africains américains. Je vous les présente. Je commence par Zato Kadambaya. Monsieur Kadambaya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. J'aurais dû vous dire how are you? Oh, thank you for the invite. Thank you. Oui, je vais retracer un peu ce que vous êtes aux États-Unis. Vous êtes supervisé des mathématiques du cours secondaire et des lycées au New London Public Schools. Membre du comité central des démocrates au Norwich. Et puis, vous avez d'autres expériences professionnelles. Chef des départements des mathématiques et des sciences, directeur des études scientifiques, technologie, ingénierie et des mathématiques. En politique aussi, on peut retracer votre parcours aux États-Unis. Ancien candidat investi des démocrates pour le conseil municipal de Norwich City. Ancien vice-président de la commission d'éthique et de bonne gouvernance, Plainfield. Et puis ancien membre de la commission du personnel et de la retraite, toujours Norwich. C'est plus long que ça, on reviendra là-dessus. Le temps de présenter votre deuxième invité. En tout cas, je peux ajouter aussi que vous êtes en politique désormais au Togo. Vous êtes le représentant aux USA du PPI, le Parti du Peuple et de l'Intégrité. Bien sûr. Voilà. Et donc, votre co-débatteur, c'est docteur Kodevi Obenton. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Boko, et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment merci de nous avoir invités également. On se porte très bien, super bien, par la grâce. Et ça se sent dans votre voix et pas la couleur de votre cravate et de votre veste, de votre costume. Merci. Alors, monsieur Ton est connu au Togo comme le président de Nouvelle Vision. Mais avant Nouvelle Vision, vous avez traîné votre boss dans beaucoup d'initiatives, comme Togolese Foundation par exemple. Aux États-Unis, vous avez été enseignant, chef de département mathématique au Guilford Council School. Vous avez été aussi vice-président de Mount Eagle University, Winston-Salem, oui, en Caroline du Nord. Oui. Le parcours est aussi long, on aura le temps de revenir là-dessus. Merci, et je salue mon frère Zato Kadambaya, qui est mathématicien aussi. Mathématicien, et je le félicite pour tout ce parcours. Déjà à l'introduction, je suis satisfait, je suis reconforté par les exploits de Togolais. C'est la même chose pour moi, Dr Ton. Évidemment, j'ai aussi appris de vous, même si on ne s'est pas vu face à face. Donc, merci pour votre labour, tout ce que vous faites pour nous tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait la connaissance. Et peut-être on pourra bien discuter avec en dehors des caméras. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous sommes disponibles à servir notre nation. Merci beaucoup. Alors, avant de parler concrètement de l'American Dream, le rêve américain, parlez-nous un peu de vous. Avec cette première question, monsieur Zato Kadambaya, si vous étiez au Togo, est-ce que vous auriez eu le même parcours? Est-ce que vous seriez la personnalité que vous êtes en face de moi là, je suis? Donc, merci beaucoup pour l'invitation, je insiste, et puis merci pour les téléspectateurs. La question est fondamentale et je pense que l'évolution d'un individu dépend aussi un peu de l'environnement, et Dr Tom peut peut-être ajouter. Donc, parcourir le même parcours au Togo et aux États-Unis peut donner des résultats différents, à mon avis. Mais néanmoins, je compte que, compte tenu des ressources qu'on a ici, on pourrait faire le mieux, mais plus ou moins. Pour le moment, on n'a qu'un répertoire, ce qu'on est aujourd'hui. On ne saurait jamais si on était ici, qu'est-ce qu'on en deviendrait. Donc, cette question, pour moi, un peu ouverte. Et, on ne peut pas être très concret pour ce que. D'accord. Docteur, ce que les États-Unis vous ont apporté, est-ce que le Togo aurait pu vous hisser au même rang? Je dirais oui et non. Oui, du fait que je viens du Togo, et j'ai fait tout mon parcours jusqu'à l'obtention de ma maîtrise en économie ici à l'université du Bénin entre-temps, mais aujourd'hui l'université de Lomé. Bon, je ne dirais pas que ce sont les États-Unis seulement qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je pense que le succès ou le développement de l'individu dépend primordialement de la personne elle-même. Et secondo, tout son environnement pourra aussi influencer.
mais j'ai toujours dit qu'un caméléon en Afrique est toujours un caméléon aux États-Unis. Peut-être la forme ou bien la taille serait différente, mais tu ne peux pas être caméléon au Togo et redevenir un lézard aux États-Unis. Donc tout est question de ce qui est en toi, de la motivation que tu as et de ce que tu prétends faire et de l'implication des actes que tu poses. Donc je pense quand même que ma situation aujourd'hui, je la dois au Togo et aux États-Unis. J'ai appris du Togo et j'ai des talents togolais. Les enseignants togolais m'ont appris beaucoup de choses qui ont contribué à mon évolution. Il y a beaucoup de choses que j'ai aussi apprises au-delà du Togo, c'est-à-dire aux États-Unis, qui ont peut-être peaufiné ce que j'avais pour me faire de moi qui je suis aujourd'hui et aussi me faire un outil pour ma génération. Comment vous êtes-vous retrouvé aux États-Unis, Zato Kanambaya? Le parcours est vraiment comme le jour et la nuit. Donc, j'ai parachuté aux États-Unis en quittant le village. Le village? Oui, le village. Je ne connaissais pas le mien. Waouh! Donc, c'est à l'issue des années 89. Je me rappelle bien le dernier voyage du chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, aux États-Unis. On lui a octroyé 7 bourses. Et ils ont publiquement indiqué qu'ils en verront les meilleurs. Donc, pour plus de clarité, le bac D en 1990, j'étais le premier du Togo pour la série D. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu cette bourse pour continuer mes études aux États-Unis. Donc, après votre bac de votre village, vous avez été parachuté aux États-Unis en même temps. Est-ce que ça ne vous a pas donné du vertige? Oh, ça, vous touchez sur le point, je vous assure. On nous a laissé, l'ambassade nous a recueillis à Washington, D.C. Et moi et mes collègues, dans un hôtel, on n'a pas pu se laver. Parce qu'on ne pouvait pas tourner le robinet. C'est ridicule, mais c'est la réalité. Un enfant du village, quand j'étais aux États-Unis, monsieur le docteur Ton, oui. Tu t'imagines, on ne pouvait pas se laver. Oui, mais je comprends. Donc, on regardait tout. Bon, par où il faut toucher, tout ça là. Bon, c'est un grand choc. Bon, c'est la réalité, je ne peux pas mentir. Et comment vous avez pu vous adapter si vite le village qu'on connaît en Afrique et puis les États-Unis avec les infrastructures qu'il y a, les ascenseurs, j'imagine que vous ne les connaissiez pas avant d'aller. Comment vous avez pu survivre dans cet environnement pour pouvoir étudier? Je voudrais vraiment insister sur l'analogie du grand frère, Dr. Ton. Un lézard ici, c'est un lézard aux États-Unis. Ce qui était à nous déjà, alors c'est une bonne chose qu'il a dit. Et ce qui était à nous ici doit se réaliser aux États-Unis. Ce n'est pas qu'aux États-Unis qu'on devient ce qu'on n'avait pas à l'intérieur. Donc ça n'a pas pris du temps pour qu'on sache quel pas il faut mettre, quel pas il faut poser ici. Et surtout, la formation que nous avons ici, c'est la formation dure. Et passer le bac au Togo, c'est monter au ciel et compter les étoiles. Donc quand nous sommes aux États-Unis et avec l'éducation qu'ils ont là-bas, qui est une bonne éducation, mais notre rigueur qu'on a eue au départ nous a permis d'être sur une tangente quand même qui nous a propulsés. Donc, la préparation matinale que nous avons eue est essentielle au succès que nous avons eu au-delà de nos frontières. Docteur Ton, racontez-nous votre récit pérégrinatoire qui vous a conduit aux États-Unis. Merci. C'est toujours une joie pour moi de parler de comment j'ai fait depuis que j'étais pour les amis du quartier, amis jusqu'à devenir docteur Ton aujourd'hui. J'ai eu le parcours naturel d'un citoyen ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né sur les étoiles, mais qui a une étoile en moi, mais qui a vécu comme presque tout le monde, où on allait pendant les vacances, allait même chercher du charbon sur les dépotoirs, de l'aluminium pour revendre et autres. On était dans l'amphi 600 à la FASEG. J'ai fait aussi la série Faculté des sciences économiques et de gestion. Oui, donc j'étais à la FASEG, où des fois même il faut se lever très tôt, jusqu'à 1h du matin, pour au moins réserver 6
place que tu peux revendre à 100 francs la place pour pouvoir au moins avoir de quoi revenir à la maison. Ça, c'est du trafic. C'est du trafic. Et c'est justement à cause de ces conditions que nous avons vécues que nous avons en nous ce désir poussé de revenir quand même et de redonner à notre peuple. Donc je pense, et c'était ça, après la maîtrise, on se cherchait, même avant la maîtrise, tout ce que je cherchais dans ma vie, c'est de pouvoir aller aux États-Unis ou bien voyager au-delà du Togo pour parfaire mes études et devenir quelqu'un. Mais grâce à Dieu, à travers les efforts que font presque tous les jeunes en recherchant d'ici et de là des visas pour partir. Moi, je n'ai pas bénéficié de la bourse. Peut-être que je n'étais pas le premier du centre. C'est une parenthèse. Mais quand même, j'ai aussi, par mes efforts, eu un visa et je suis reparti. Je suis parti aux États-Unis. Donc, arrivé aux États-Unis, on a commencé comme tout le monde. Malgré que j'avais eu ma maîtrise en économie dans ma poche, j'ai commencé avec des boulots comme tout boulot possible, dans des restaurants et dans des factories, dans des entreprises de manufacture, industrielles. Et après tout, ce qui est en moi commence à se faire voir. Et c'est de là que j'ai eu l'opportunité, au-delà de la détermination que j'ai, quand la lumière commence à jaillir, tout le monde reconnaît. Et avec les encouragements et les opportunités qui sont offertes à nous aux États-Unis, grâce au système qui est implanté, nous avons pu la saisir et faire de nous qui nous sommes aujourd'hui. Mais tout en quand même reconnaissant que toute autorité ou bien tout ce que nous avons pu accomplir provient quand même de la grâce qui nous a été accordée. Vous avez dit qu'un caméléon au Togo, aux États-Unis, restera toujours un caméléon. Mais comment se fait-il que la plupart de ceux qui émigrent du continent africain, de l'autre côté, changent quand même de peau, deviennent une autre personne, une autre personnalité, ou bien c'est la carrosserie que nous voyons? Je vais peut-être aider Dr. Tom dans ce sens. Il y a un proverbe qui dit que l'argent ne change pas quelqu'un. Ce que l'argent fait, c'est enlever ce que la pauvreté avait réprimé à la personne. donc évidemment, ces gens-là, ce n'est pas le comportement que tu as vu de ce côté, est un comportement réprimé compte tenu des situations. Donc, quand les situations changent, le vrai comportement se relève. Ça, c'est une explication un peu simplistique, mais qui peut donner un point de vue de ce qui se passe avec certains comportements. Moi, j'ajouterais à ça quand même que ce n'est pas que vous voyez la carrosserie. Et c'est ça même ce qui rassure et renforce moi mon engagement personnel à construire le futur de ma génération. C'est que les Togolais que vous voyez aujourd'hui sont des ressources qui ne sont pas... C'est comme s'ils sont des bombes à retardement. Bon, j'utilise l'expression bombe du côté positif. Mais ce sont des gens regorgés de ressources qui, lorsque l'opportunité s'offrira aux Togolais, nous ferons du Togo un modèle inédit. Un modèle qui n'a jamais été en Afrique et dans le monde entier. Donc vous voyez aujourd'hui un jeune homme dans la rue, vous l'appelez un fainéant. 6 mois après, lorsqu'il sera placé dans le système américain, quand vous le revoyez, vous allez vous demander s'il a été à l'école ou s'il a été dans une formation ou pas. Parce que ce jeune homme, même en lui, avait cette force, avait cette énergie, cette ressource en elle, qui normalement, lorsque les situations vont lui permettre d'émerger, pourra quand même faire beaucoup de choses pour ce pays. Et c'est ce qui pousse mon engagement pour dire que le Togolais est une ressource pour le monde entier. Donc il va falloir quand même qu'on puisse arriver à créer le système à un niveau donné pour encourager chaque citoyen à démontrer ce qu'il a en lui. C'est au Togo, dernièrement, que nous avons vu les imprimantes 3D. Au Togo, ce petit Togo-là qui a fait... il y a beaucoup de découvertes qui viennent même du Togo. Mais quand on voit la forme du Togo, sa superficie, on pourra croire que, bon, c'est le petit Togo. Mais le Togo a été à la Coupe du Monde. Le Togo a participé au grand rendez-vous international et mondial. Mais c'est ça qui pousse moi, détermination à dire que non, ce n'est pas que nous changeons de carrosserie lorsque nous partons là-bas, c'est que la situation nous offre des opportunités de démontrer qui nous sommes. Et je crois en ces Togolais qui sont toujours sur le territoire togolais, qui n'ont pas encore démontré cette opportunité qu'ils ont, ces ressources qu'ils ont en elles, pour dire que lorsque ça va changer, et ça changera bientôt, le Togo fera du merveille. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de statistiques.
pour éclairer ce débat par rapport aux Togolais qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi ailleurs, et aux États-Unis notamment. Mais ce que nous disons là, est-ce qu'il ne faut pas mettre un bémol? Parce que j'ai vu les États-Unis, j'ai vu beaucoup de clochards aussi, beaucoup de noirs. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui arrivent à émerger, entre guillemets, et ceux qui n'ont pas pu et qui se sont retrouvés sans domicile fixe là-bas? La question est un peu complexe de nature. Et ça dépend de la personne elle-même d'abord, comme nous sommes en train de le dire. Oui. Mais il faut noter qu'arriver dans un pays étranger, il y a beaucoup de paramètres à jouer. Quand vous êtes arrivé là-bas, à quel âge vous êtes arrivé là-bas, et avec quelle mission vous êtes arrivé là-bas. Donc aussi, ça dépend de votre engagement et quelles sont les opportunités. En fait, on va discuter de ça avec American Dream. Ce n'est pas quelque chose par chance. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour que vous réclamez ce dream. Donc, tout ça rentre en jeu et je voudrais rassurer que les disponibilités à l'intérieur de notre pays ici, et la raison pour laquelle certains d'entre nous, comme Dr. Tom, myself, on vient, c'est que les possibilités qui existent à nous et les opportunités pour les réaliser n'est pas équitable. Donc, il faut une équité dans nos pays pour que les gens qui ont, comme le Dr. Tom le dit, des bombes à retarder, puissent utiliser leur capacité et manifester ce qu'ils ont en eux pour développer le pays. On ne peut pas tous aller aux États-Unis, évidemment, et on ne peut pas tous être en France, évidemment, mais nous devons faire que, ici, à l'intérieur de notre pays, des opportunités de développement, de la créativité, commençant par l'éducation elle-même, et ouvrir ce voile aux jeunes qui puissent démarrer sans attendre quelque chose. Je vais vous donner un exemple. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre raison pour laquelle, par exemple, moi personnellement et mon entourage, on a dû miser sur le numérique. Aujourd'hui, ce n'est pas le français qui compte nécessairement, mais un enfant peut rester dans son village et avoir du job avec Google. Donc ça commence où? Les lycées qui sont dans les fermes et les enfants arrivent à l'université n'ont jamais vu l'ordinateur. C'est pourquoi nous avons équipé déjà, comme je l'ai dit, au moins 5 lycées avec les ordinateurs pour programmation à suivre. Oui, ça c'est avec votre ONG philanthropique. Voilà. Donc, quand un enfant quitte le village, il n'est pas complètement dépaysé, mais il a une notion d'informatique. Et avec ça, par exemple, les pays asiatiques ont pu marquer le pas. Et donc, on doit faire tout et tout pour valoriser les ressources que nous avons sur le territoire togolais et sur le territoire africain, des jeunes capables de répondre à la demande du temps. D'accord. Donc, parlons maintenant de l'American Dream, le rêve américain. Dr. Tom, qu'est-ce que c'est que, quand on parle du rêve américain, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le comprenez? D'abord, ce que j'ai découvert en parlant du rêve américain, je pourrais même le redéfinir en tant que le rêve de l'homme. Parce que quand on parle du rêve américain, au fait, c'est en résumé donner des chances égales à chaque citoyen et les aider, créer un cadre pour les aider à vivre dans une prospérité. Et vivre dans une prospérité est défini par rapport à l'individu. Donc le rêve américain, c'est un rêve qui a, je dirais que la charte de l'indépendance a supporté et qui permet à chaque Américain d'avoir des opportunités de créer le bonheur pour eux-mêmes. Quelle que soit son origine. Quelle que soit son origine, quel que soit son âge, tu pourrais vivre heureux et atteindre et faire des réalisations que tu penses faire. Parce que le système t'aide à penser que oui, tu peux le faire. Donc le rêve américain, c'est un rêve qui tue en toi-même l'envie de l'autre. Parce que si tu travailles dur, si tu t'y mets, tu te mets, et si tu veux, tu pourrais atteindre cet objectif. Donc c'est un rêve, et c'est pourquoi je définis ça en tant que rêve de l'humain, c'est de pouvoir vivre dans un cadre qui t'offre les opportunités de vivre dans une prospérité. Et quelque part même, les Américains définissent ça comme quelqu'un qui a un bon emploi, et quelqu'un qui a une famille à moi avec 2 enfants, une belle maison, une belle voiture et autres. Mais en général, on définira le rêve américain comme
un rêve qui permet, c'est-à-dire que chaque Américain puisse rêver, vivre dans une prospérité définie par elle-même. Ça veut dire quoi? La première conclusion que je tire de ce que vous dites, ça veut dire qu'ailleurs, on peut fournir les mêmes efforts, mais ne pas atteindre un niveau de bonheur. Non, ça, c'est pas ce que ça veut dire, c'est ce qu'on vit. En réalité, il y a des choses que vous pouvez faire dans d'autres pays, il y a des déploiements, de l'énergie que vous pouvez déverser dans beaucoup de situations et revenir avec un salaire ou bien une rémunération inéquitable. Et justement, c'est ce qui justifie pour certains de nous nos engagements. Et c'est que le Togolais qui se bat au Togo n'a pas la même rémunération que le Togolais qui se bat aux États-Unis. Je ne suis pas en train de parler du fait que lui, il a 300 000, l'autre a 3 000 $. Non, je suis en train de parler de la rémunération par rapport à l'investissement de la personne. Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que si la plupart des Togolais cherchent à voyager, cherchent à aller dans d'autres pays, ça veut dire qu'ils sont prêts quand même à se sacrifier. Mais c'est parce qu'ils reconnaissent que le sacrifice ne donne pas la rémunération qui pourrait l'accompagner. Donc, sans voiler la face, on dira que oui, aux États-Unis, malgré qu'ils peuvent aussi avoir des bémols, mais quand tu travailles dur, quand tu t'investis, quand tu travailles d'une manière smart, tu pourras quand même gagner ta vie et vivre le rêve américain et faire des réalisations autour desquelles tu pourrais être satisfait d'être qui tu es. Yeah. Zato Kadambaya, do you believe in American Dream? Le rêve, merci beaucoup. Le rêve américain, comme le docteur a dit, je pense que parallèlement, c'est une croyance collective que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut atteindre son bonheur propre. C'est ça le rêve américain. Mais c'est aussi un entendement collectif que ce rêve ne se réalise pas par hasard. C'est du travail dur, être capable de se sacrifier et aussi prendre des risques. Donc quand vous faites ça, les portes vous s'ouvrent à votre niveau. C'est aussi, en simplicité, pour le dire, que chaque enfant qui est né sur le territoire américain a les mêmes opportunités de réaliser le potentiel que le bon Dieu lui a octroyé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une structure dans laquelle qui va vous aider à réaliser ça. Ce n'est pas gratuit, vous devez travailler fort. Et généralement, le rêve américain, beaucoup de personnes le résument comme l'a dit, avoir une maison pour vivre, un moyen de déplacement et du travail avec retraite garantie. C'est ça pour laquelle moi je pense que pour nous, les membres du PPI, le rêve américain se réduit à une vie équitable. Quand nous avons parlé de vie équitable, c'est sous-entendu ce rêve-là qu'il y a l'équité. Si vous vous débrouillez, il faut que les valeurs que sortent votre effort soient équitables. Donc c'est ça, je pense que le frère a broché ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille ici, est-ce que le rendement est le même? Il nous faut un système qui garantit l'équité. Et les Togolais que je connais vont bien se débattre. Et s'ils peuvent sortir aux frontières avec tous les risques et pour voyager, je pense qu'ils feront le mieux. Il faut une vie équitable pour tous. Et ça commence par le fait que les opportunités ne sont pas le privilège de certains, mais la nécessité de tous. Mais est-ce que c'est vrai? Ce rêve, est-ce qu'il reste rêve ou ça se traduit de façon concrète dans la réalité sociale aux États-Unis? Ça se réalise. Vous voyez, par exemple, le président américain Barack Obama, c'est un enfant qui est issu d'une famille d'un seul parent. Donc, sa maman l'a élevé. On traduit ça que, peu importe sa source, qu'il a éduqué, une seule maman, mais il a quand même arrivé par les opportunités qui sont égales à arriver à la magistrature de l'État. Oui, mais est-ce qu'il y a réellement égalité et équité? Parce que pour fréquenter les bonnes écoles, par exemple aux États-Unis, Harvard et consorts, il faut être extrêmement riche. Barack Obama l'a dit, si ce n'est pas le sacrifice de sa grand-maman, il n'aurait jamais fait les études supérieures à Harvard. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas un système conçu pour promouvoir les riches?
D'abord, je vais rebondir sur la première question. Quand vous demandiez à mon frère Zato si le rêve se les réalise. Parce que au Togo ou bien en Afrique, quand on dit à un enfant que tu rêves, vous êtes en train de l'insulter. Mais aux États-Unis, par exemple, on demande aux enfants de rêver. Et la différence entre le rêve, quand on le définit au Togo et quand on le définit aux États-Unis, c'est que il y a un système qui est mis en place pour que ton rêve puisse être réalisé. Alors que par manque de système ici, quand on dit tu rêves, ça veut dire que tu ne peux pas réaliser ce que tu es en train de dire. Donc, les rêves aux États-Unis... Pour aller sur la Lune, il faut d'abord rêver. Sans rêver, il aurait été difficile. Justement parce que j'ai eu l'espérance depuis 2009, quand je m'investis. J'ai commencé à m'investir dans ce pays. Quand tu dis quelque chose et que le Togolais te dit « Ah, oh ben, tu es en train de rêver », pour lui, c'est que ceci ne peut jamais se réaliser. Et contrairement à quand j'enseigne mes étudiants, je dis you've got to dream and put yourself into it. Vous devez rêver et maintenant vous appliquer pour réaliser ce rêve. Donc les rêves aux États-Unis se réalisent si nous nous mettons. Et je pense quand même que les rêves au Togo peuvent aussi se réaliser. Mais on ne peut pas cacher du fait que quand on parle du rêve américain, il y a une contribution importante du régime, du gouvernement, des leaders. Parce que si aujourd'hui on dit que la déclaration de l'indépendance supporte le rêve américain, ça veut dire que dans leur constitution même, ils ont le système qui est aussi établi d'une manière à contribuer à la réalisation de ce rêve dans chacun. Maintenant, quand je reviens à la seconde partie de votre question, quand vous parliez du fait que, oui, aux États-Unis, on peut toujours compter les bourgeois ou bien compter des personnes super riches à côté d'autres. Oui, bien sûr, il y en a partout. Et peut-être il y en aura aussi, je ne sais pas. Parce que tout dépend quand même aussi de la position sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que, oui, l'équitabilité, ou bien quand on dit c'est équitable, ça ne veut pas dire que c'est égal. Il y a une différence entre équitabilité et égalité. Quand je dis 10%, 10% pour toi, 10% pour lui, c'est la même chose, mais la valeur peut être différente. 10% de 100 francs et 10% de 1000 francs ne sont pas la même chose. Donc là, également aux États-Unis, si la grand-mère de Barack Obama s'est quand même battue jusqu'à ce que Obama puisse atteindre un niveau donné, ça veut dire que, comme l'a dit mon frère Zato, elle n'était pas une bourgeoise. Elle n'était pas aussi quand même, bon, selon ce que nous avons comme rapport, elle n'était pas née sur la Lune. Donc si elle s'est battue et quand même a tout fait pour que Obama, l'ex-président Obama, puisse avoir certaines opportunités, ça veut dire déjà que elle a bénéficié du rêve américain. Elle a su que lorsqu'elle va se battre, ça pourrait se réaliser. Oui, donc je pense que au-delà du fait que par situation sociale équilibrée, vous pouvez avoir accès à certaines choses, l'Amérique quand même vous donne accès à aussi beaucoup de choses à travers vos efforts personnels. Si je pouvais ajouter quelque chose de très important pour étayer ce que nous sommes en train de discuter, vous voyez, le rêve américain, c'est une croyance collective. C'est très important. C'est collectif. Ça veut dire quoi? Même les leaderships et les dirigeants doivent faire tout que ce rêve soit partagé par les citoyens. Voilà. Là, il y a une infrastructure nécessaire pour permettre aux enfants, n'importe où ils sont, par exemple, une seule maman doit bénéficier de quelque chose pour aider son enfant qui, dans d'autres conditions, ne pourra pas le faire. C'est pourquoi, par exemple, nous avons dit ici que dorénavant, il faut que les allocations familiales, par exemple, ne soient pas couplées du travail. Pourquoi donner 2000 francs à quelqu'un qui a le travail? Et une soeur qui est au village, avec 2 enfants ou 3 enfants qui sont togolais, non, rien. On peut beau rêver, cette femme a besoin de quelque chose pour nourrir cet enfant-là de demain, le Togolais de demain, pour faire quelque chose. Donc, je suis d'accord et nous convergeons sur la même pensée que l'infrastructure est nécessaire. Ça veut dire que la gouvernance doit être intentionnelle. Intentionnelle dans le fait que nous voulons que tout enfant qui est né au Togo, par exemple,
puisse arriver à un niveau si il ou elle se déploie. Encore, nous avons dit que ce rêve n'est pas gratuit. Tu dois te déployer, faire des sacrifices ou même prendre des risques. Mais tu ne peux pas prendre des risques dans un système où tu sais que l'enjeu ou bien le résultat est déjà garanti. Donc, si vous faites un investissement, et Dr. Tom peut clarifier, vous n'allez pas investir dans une campagne qui ne performe pas. Vous pouvez investir des millions, le résultat sera médiocre. Donc, nous, la raison pour laquelle certains d'entre nous veulent replier, c'est d'aider à orienter les pensées que collectivement nous devons rêver. Et je suis sûr que peut-être on aura la chance de discuter du rêve togolais. Il y a vraiment un rêve togolais qui nous a donné dès l'indépendance du Togo. Les tenants de l'indépendance nous ont donné le rêve togolais. Quand vous chantez l'hymne national, qu'est-ce qui vous vient en tête? Du Togo pour la prospérité. Il n'y a pas un rêve plus que ça. Du Togo pour la prospérité. Pour le PP, il faut que ce rêve, ce que nous chantons là, soit matériel. Les enfants qui chantent dans les villages, que ça soit réel. Le rêve qu'on nous a donné dès l'indépendance est que le Togolais doit être prospère. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous égaux, mais on doit être prospère. Si vous regardez aujourd'hui, plus de 80%, c'est les statistiques de la Banque mondiale et d'autres organisations, 80% des Togolais sont dans la misère. Ce n'est pas la prospérité qu'on nous a promis. On peut beau nous dire de nous rassembler, de nous unir, même parler même de nouvelles visions, mais on nous a donné une vision, un rêve. Oui, moi, je rêve à ça. Oui, Zato Kabaya, comment se fait-il qu'ailleurs, le rêve est perçu comme un objectif qu'on peut atteindre, et dans d'autres pays, quand on parle de rêve, c'est comme quelqu'un qui délire? Oh, non, Dr. Ton a parfaitement raison. Oui, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que nous, on a une fois rêvé d'abord? Si je peux dire ça, c'est vrai. Mais si vous voyez sérieusement, c'est pourquoi le mot collectif, ça veut dire qu'en tant que société, collectivement, nous devons avoir un objectif. Qu'est-ce qui s'est passé avec du Togo pour la prospérité? Après 50 ans, nous sommes ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Est-ce que ce n'est pas un bon rêve? Si nous tous, collectivement, nous avons compris que la prospérité, ce n'est pas pour quelques peu, mais pour nous tous. Que si tu te débats, tu peux t'en sortir. Si tu prends des risques, il y a un système qui va faire de telle façon que les chances sont égales. On parle des chances égales. Ce n'est pas l'égalité. Mais si tu te débrouilles, que ça peut aller. Donc, pour moi, en fait, le rêve togolais est plus puissant et profond que le rêve américain. Il n'y a pas un rêve qui va dépasser le rêve de la prospérité pour tous. Docteur Ton, je vous retourne la question. Bon, je dirais quand même que normalement... Pourquoi certains ne croient pas à leur rêve? Parce qu'ils n'ont pas bien rêvé. Bon, je dirais quand même que normalement, chaque gouvernement, chaque leader doit assumer le rêve de son pays. Déjà, si on revoit un peu la situation de notre pays, le Togo, quand on se moque de toi en te disant que tu rêves, ce n'est pas parce que l'autre veut se moquer de toi, c'est parce que la conscience collective au Togo est négative par rapport à celui qui rêve. Est-ce que vous parlez du Togo ou de l'Afrique? Non, est-ce que ce n'est pas commun aux pays africains? Bon, je parle spécifiquement de ce que je maîtrise. Mais je peux généraliser sous réserve. Mais quand même, quand je prends le Togo, parce que j'ai vécu des choses, quand j'ai commencé même à m'impliquer avec la Togolese Foundation au Togo, et c'était la première action, c'était la bourse aux étudiants. Mes confrères même de la diaspora me disent que tu es en train de rêver malgré que nous vivons tous là-bas, parce qu'ils sont en train de parler du rêve togolais, parce que ce serait des pierres jetées dans une mer. Mais j'ai dit non. Si au-delà de ce que je peux faire pour moi et ma famille, je peux aider une seule personne de plus, j'ai le courage d'agir. Donc ce qui veut dire que quand vous voyez un Togolais vous dire que vous rêvez et se moque de vous, c'est parce qu'il n'y a pas le système accompagnateur qui permet à ce que cette conscience soit collectivement, positivement interprétée. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de changer, d'avoir une nouvelle vision, d'avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand
depuis un certain moment, depuis 2017, quand la crise prenait une ampleur exponentielle, je disais que la solution à notre crise, c'est de donner à chaque Togolais l'opportunité de vivre, de rêver, de réaliser son rêve et de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance. Parce que sans ça, nous ne pourrons jamais définir d'abord une bonne gouvernance et nous ne pourrons jamais avoir la paix. Et c'est vrai, la prospérité est définie par rapport à chaque individu. Les gens sont au village et sont prospères. Les gens sont dans des grandes villes, dans des grandes maisons et sont malheureux. Donc cette prospérité, au fait, ce n'est pas défini par rapport à telle ou telle chose, mais c'est un cadre qui est créé et qui est aménagé par la gouvernance pour que chacun de nous puisse savoir que oui, au Togo, je peux rêver et je peux réaliser mon rêve. Si on se demande, est-ce qu'au Togo, on rêve? Je dirais que les gens, même quand ils rêvent, ils veulent enlever ça de la tête rapidement. Parce que je me souviens un jour, je passais au niveau de Mèche Amina, où un policier m'a arrêté et il me disait que j'étais au téléphone. Et quand le feu rouge s'est allumé et que je voulais passer, il me disait au moins laisse-moi rentrer dans ta voiture. Quand j'ai fait descendre la vitre. Et il est rentré et me disait au moins aujourd'hui je suis rentré dans cette voiture. Et ça m'a touché. J'ai dit non, mon frère, tu peux en avoir, peut-être plus même. Il dit non, jamais. J'ai dit ne dis jamais, jamais. J'étais comme toi. Mais c'est possible. Mais quand il a parlé, ça m'a touché intérieurement parce que pour lui, non seulement il est là pour faire sa mission, mais rentrer dans cette voiture même, c'est comme si c'est un hasard qui s'est produit. Alors que ce jeune homme a certainement beaucoup de ressources en lui et pourra le faire éclore lorsque l'opportunité lui sera offerte. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je m'engage en tant que citoyen pour pouvoir créer ce cadre. Et c'est pourquoi je rassure la jeunesse togolaise que nous avons des potentialités et que nous sommes engagés à créer cette opportunité pour qu'un jour, même à partir de 2020, le Togolais peut se dire « Je n'ai pas besoin du visa américain parce que je n'ai pas de temps pour même finir à réaliser mon rêve. Je suis en chantier. » Nous pourrons le faire parce que nous sommes regorgés de ressources. Si aujourd'hui, M. Zateux et moi, on revient ici simplement en tant que peut-être leader de l'éducation d'autres pays comme les États-Unis, c'est parce que nous avons en nous quelque chose. On n'est pas né là-bas, je n'étais pas né là-bas, j'ai eu ma maîtrise ici en économie. Je suis enseignant de mathématiques. Et vous pouvez aller par exemple à Gifo Kandi, et je pense avec humilité, dire que je suis une référence. Mais mes collègues enseignants me demandent, j'ai même entamé, d'écrire même des livres de cours de mathématiques, alors que j'ai des confrères ici qui ont fait la série C, la série D, la série S, qui sont puissants dans le développement de la mathématique, par exemple. Mais qui se retrouve sur Taxi Moto. Je pense que à la fin, ce que nous sommes en train de dire se résume à une seule chose. C'est-à-dire qu'il nous faut un système où le citoyen peut réaliser son rêve. Oui. Qu'est-ce que vous appelez système? Qu'est-ce qui empêche les autres de voir grand? Non. Voyez ce que nous sommes en train de discuter. Quand quelqu'un dit il rêve au Togo, comme le docteur Ton le dit, c'est une connotation négative. Je vais clarifier pourquoi c'est négatif. Parce qu'on connaît les représailles. Tu rêves, déjà quelqu'un te tape sur la tête. Vous voyez? Ce quelqu'un, je dis, c'est les opportunités qui ne sont pas ouvertes. Tu veux faire quelque chose et c'est les affaires. Vous vous rappelez le mot les bras longs? Ça fait tuer aussi les rêves. Bon, toi, tu rêves, quel bras tu as? Nous parlons plus simple, n'est-ce pas? Ouais. Je pense que c'est ça qui fait que quand on vous dit que vous rêvez, c'est quelqu'un qui dit ça, pense en même temps ce qui permettent les choses de fonctionner. À la fin, c'est ça. Non, je vous assure, nous avons la même expérience. Quand j'ai dû replier, même en 2000, quand je revenais après les études. Donc après les études, vous êtes rentré au pays. Je suis venu en 2000. J'ai dit, si je dois balayer pour que le Togo marche, moi je dois balayer. Et pourquoi vous êtes reparti? Non, je viens. J'avais même des difficultés pour avoir le billet près du ministère. Il dit, pourquoi tu viens? Mais pourquoi je vais chez moi? Est-ce que vous voyez? J'ai fini d'étudier. Je vais venir faire quelque chose. Et même avec les mouvements de venir aussi servir ces derniers temps, avec l'ONG, ce n'était pas facile.
on vous dit que vous jetez votre argent dans l'eau, mais je vous assure, aujourd'hui, demain, je serai appelé pour inaugurer une école avec les bancs. Les enfants s'assiedent sur les briques pour écrire. À partir de demain, ils auront les bancs. Ces enfants vont commencer à rêver un peu. C'est ça, mon frère et moi. C'est des petites choses. Si je peux aider une seule personne, comme il a dit, c'est suffisant. Toi, tu peux aider une seule personne, collectivement, nous allons arriver. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, j'ouvre une parenthèse, hein, Oui. est-ce que c'est juste de penser que vous allez changer les conditions en changeant le physique? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant d'organiser des conférences, de parler à ces jeunes élèves, Monsieur Boko, développer leurs rêves plutôt que de leur offrir... Monsieur Boko, ouais. le rêve américain, comme on l'a décrit ici, a une structure matérielle. D'accord, mon frère? Oui. Il y a une structure matérielle, ce n'est pas un hasard. Je vous disais que, par exemple, une seule maman qui a 2-3 enfants aux États-Unis doit bénéficier d'abord de l'assurance santé pour les enfants là, un minimum pour manger pour les enfants là, pour que ces enfants-là puissent rêver au rêve américain. Vous pouvez faire tous les discours. Si les enfants qui sont sur les briques là, qu'est-ce que ça va changer? Quel discours va les changer, qu'ils soient confortables à l'école? On se demande. Nous ne sommes pas ici pour critiquer quelqu'un, mais c'est la réalité. Ces enfants-là, qui ont les briques comme banc, est-ce qu'ils ont quand même des adultes? Donc le rêve doit avoir un support, c'est ce que vous dites. Un support, je pense à la fin, c'est ce que nous disons aussi. Bon, quand on parle de support, je pense que la question est aussi pertinente, que le rêve n'est pas que support. Parce que d'abord, comme on l'a défini, c'est une conscience collective. Oui, on peut beau changer tout, parce que je fais une référence toujours à l'exemple que je donne très souvent quand je suis en face des jeunes qui veulent partir aux États-Unis en leur demandant, si on demandait à tous les Américains de venir rester au Togo avec le président et à tous les Togolais de partir aux États-Unis avec les Américains parce que la structure est là-bas et on vous met au milieu, allez-vous choisir de suivre les Togolais qui sont partis vivre parce que la structure physique quand même est là-bas, ou bien vous allez rester ici au Togo où les Américains sont venus? Ils disent toujours qu'ils vont rester ici au Togo. Donc naturellement, je pense que le côté psychologique est aussi tellement important. Sinon, à cette question, tout le monde dira non, je vais aller aux États-Unis parce qu'il y a au moins le support matériel là-bas. Mais comme l'a dit mon frère Zato, tu as fini l'université. Il y a un job, une opportunité, par exemple, à l'aéroport de Lomé. Et tu es peut-être un agent, ou bien tu as ta maîtrise en commercial, tu es un agent commercial. Et pour te faire embaucher, surtout si tu es une fille dans ce pays, nous ne voyons pas les faces. Quel est le sacrifice que nos sœurs vont endurer, même pour ne même pas avoir l'emploi? Oui. Et tu vas me dire aujourd'hui que les gens doivent vivre dans un rêve ou bien doivent ne pas considérer le rêve comme une connotation négative? Non, il y a besoin d'avoir la structure, mais il faut que cette structure permette aux jeunes, même du village, de savoir que quand je me mets, je trouverai un boulot. C'est un grand frère qui disait à son petit frère la dernière fois de ne pas rester à la maison, il faut aller à l'école. Et la réponse du petit frère était: mon frère, tu as eu ta maîtrise, ça fait déjà 3 ans, tu es à côté de maman. Maintenant, moi, je suis en 3e, tu me forces d'aller à l'école. Pour faire quoi? Pour rester comme toi? Quel est le rêve? Quand on demande à nos sœurs d'aller étudier, quand le système ne leur permet pas d'avoir des emplois, le système n'est pas aussi équitable pour que l'enfant de Kofi puisse avoir le même boulot, la même chance que l'enfant de Kwacha. C'est ça. Mais il faudrait quand même savoir qu'il faut créer un système non seulement physique, mais qui accompagne la psychologie du Togolais à se mettre à l'épreuve. Les Togolais aujourd'hui se disent, bon, on aime tout le même. Il va falloir quand même qu'on puisse changer. Et je pense que le régime ou bien la gouvernance joue un rôle important. Et je ne suis pas ici pour dire qu'ils ont bien fait ou bien ils ont mal fait. Mais quand même, je me suis engagé. Et je m'engagerai à construire un pays où chaque citoyen aura cette opportunité de vivre. C'est pourquoi je me lance même pour 2020. Ouais. Et pour alors, encore un peu de mythes pour ceci. La gouvernance n'est pas négligée. Ça, c'est cette structure-là qu'on parle. Il nous faut quelqu'un qui sort et pour dire que vous, les Togolais, votre avenir est assuré. We need a leadership.
Voici la structure dans laquelle nous vivons. Et parlons de quelqu'un qui a la maîtrise, qui est à la maison. Notre propre système, quand on lance des concours, quelles sont les règles du concours? L'âge. C'est pourquoi PPI est contre la discrimination d'âge dans le recrutement de la fonction publique. Quel âge frappe? Ce n'est pas l'enfant du ministre. Je suis parti à l'école à 11 ans, ce point. 11 ans. Donc, quand est-ce que je vais arriver à l'université et finir et être dans 35 ans? Donc, la discrimination, vous voyez même, si un enfant même fait il se débat, comme vous le dites là, et comme nous le savons, il se débat, il finit, et l'âge le frappe. Si vous avez une entreprise, vous recrutez les gens compte tenu de l'âge ou la compétence. Qu'est-ce que l'âge a à faire avec la compétence? Je vous assure, j'ai fait la série D. J'ai voulu faire la médecine. Mais j'ai eu le bac à 25 ans. C'est dans les institutions universitaires, des départements, l'âge compte. Mais j'étais le premier du pays. Je ne peux même pas m'inscrire en médecine. Je suis parti à l'école à 11 ans. Comment je vais arriver à l'université à 18 ans? Donc vous avez eu tort de commencer l'école à 11 ans. Je ne sais pas. L'école la plus proche, c'est à des kilomètres. Il faut grandir avant de marcher sous les herbes. Nous ne revenons pas là-dessus, mais c'est pour dire que Dr Tom et moi, nous sommes ici. Ce n'est pas pour critiquer quelqu'un, mais il nous faut un système qui soutient les rêves. Et que le travail soit récompensé. On a beaucoup d'étudiants, des diplômés, qui sont à la maison. Je pense qu'ils ont réalisé leur rêve d'être diplômés. C'est pourquoi mardi, nous avons une conférence de presse où nous avons des solutions pratiques à ça. Très pratiques. Les gens vont aimer ça. Oui. Et des solutions, nous allons en parler lors de la seconde partie. Vous allez nous dire comment concrètement le rêve américain a été construit et par qui est-ce que les Africains américains ont joué un rôle dans la construction de ce rêve américain. Et la question qui m'intéresse encore davantage, comment capitaliser les retours d'expérience, vous qui avez vécu d'autres expériences, comment faire en sorte que vous puissiez aider vos différents pays à construire ce rêve de développement. Nous allons en parler dans la seconde partie de cette émission, juste après une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.